Mon père avait pour habitude de dire que l'argent était l'unique étalon de la valeur d'un homme. Le jour où j'ai quitté le domicile familial, il s'est assuré de me démontrer exactement le peu d'estime qu'il me portait. Tiens, $100, raillait-il en jetant les billets à mes pieds. C'est tout ce qu'un raté comme toi mérite. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur dont mes parents n'avaient même pas daigné assister à la remise des diplômes. Debout au milieu de notre immense salon, ma seule valise contenant tous mes biens à la main, je regardais les billets volter vers le sol de marbre tel des feuilles mortes. La fortune des Harrison pesait sur nous de toute sa superbe. Les lustres en cristal, les meubles anciens, les œuvres d'art inestimables. Tout ici hurlait, vieille fortune et orgueil plus vieux encore. Depuis des générations, nous étions banquiers d'affaires, chaque fils suivant les traces de son père dans les couloirs prestigieux du Harrison et son Investment Group. Jusqu'à moi. L'ingénierie. Mon père avait craché par terre lorsque j'avais annoncé le choix de ma majeure. Les ingénieurs ne sont que des mécaniciens glorifiés. Aucun fils à moi ne gâchera sa vie à bricoler des machines. Mais je voyais ce qu'ils ne voyaient pas. Alors qu'ils comptaient leurs millions dans des investissements traditionnels, j'avais compris que l'avenir appartenait à la technologie. Les prochaines grandes fortunes ne se feraient pas dans des bureaux lambrissés d'acajou, mais dans des garages et des laboratoires, par ceux qui savaient fusionner innovation et opportunité. Ma mère se tenait près du grand escalier, un martini à la main alors qu'il était à peine midi. « James, chéri, il est encore temps d'arranger les choses. Reviens à la firme. Ton père peut aplanir la situation avec le conseil d'administration. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, voyant ce sourire de façade qui n'avait jamais tout à fait atteint ses yeux. En grandissant, je l'avais vu mesurer sa propre valeur à la taille de ses diamants, chacun plus gros que le précédent, comme pour combler un vide qui ne cessait de s'étendre. Non, mère. J'ai fini d'essayer d'être ce que vous voulez. Le visage de mon père vira à cette nuance de rouge dangereuse que j'avais appris à craindre durant mon enfance. Alors, dehors. Tu n'es plus un Harrison. Le fonds de fiducie, les relations, l'héritage. Tu jettes tout ça pour un rêve stupide. Je me suis baissé pour ramasser les $100. Les billets étaient neufs, craquants. Il avait probablement demandé à son assistant de les retirer à la banque spécifiquement pour ce moment de cruauté théâtrale. Gardez le fonds de fiducie, dis-je en glissant les billets dans mon portefeuille. Je bâtirai quelque chose qui sera à moi. Mon père éclata de rire, un son qui résonna contre les hauts plafonds. Toi? Bâtir quelque chose? Tu sais à peine t'habiller correctement. Il fit un geste dédaigneux vers ma chemise simple et mon pantalon, si différent de son costume sur mesure. Sans le nom Harrison, tu n'es rien. Ces mots allaient résonner dans mon esprit pendant des années, me poussant à travers d'innombrables nuits blanches et des défis impossibles. Mais à ce moment-là, je me suis contenté de sourire. Regarde-moi faire. Je suis sorti de ce manoir avec $100, une valise et un diplôme qu'il jugeait sans valeur. Les énormes grilles en fer de ma maison d'enfance se refermèrent derrière moi dans un claquement final et dramatique. Debout sur le trottoir, je réalisais que je n'avais pas de voiture, elle était au nom de mon père. Pas de logement, l'appartement près de l'université était payé par le fonds. J'avais exactement $100 en tout et pour tout. Mais je possédais quelque chose qu'il ne comprenait pas, une vision de l'avenir et les compétences pour la concrétiser. Je marchais jusqu'à la gare routière, achetais un billet à $40 pour la Silicon Valley, et en dépensais 10 autres pour un burger et des frites. Assis dans ce dîner graisseux, regardant les bus aller et venir, j'ouvris mon carnet et m'écrivis 3 promesses. 1. Je n'utiliserai jamais le nom Harrison pour réussir. 2. Je bâtirai quelque chose qui changerait le monde. 3. Lorsque je reviendrai, ce serait à mes propres conditions. Il me restait $50. Pas assez pour un loyer, à peine de quoi manger quelques jours. Mais j'avais mon ordinateur portable, mon diplômé, plus important encore, une idée qui avait germé dans mon esprit tout au long de mes études. Le monde se tournait rapidement vers les énergies renouvelables, mais un problème critique demeurait irrésolu, le stockage. Le solaire et l'éolien devenaient moins chers, mais les batteries restaient inefficaces et coûteuses. J'avais développé une conception théorique pour un nouveau type de système de stockage, capable de révolutionner toute l'industrie. Le problème, c'est que sa construction nécessiterait des millions en financement, des années de recherche et des ressources que je n'avais pas. Mes professeurs avaient qualifié l'idée de « brillante mais irréalisable ». Mon père l'avait traitée de « délirante ». Moi,
je l'appelais « mon avenir ». Alors que mon bus s'éloignait de la gare, je regardais ma ville natale disparaître dans l'obscurité. J'avais passé 22 ans à essayer d'être le fils qu'il voulait. Il était temps de devenir l'homme que je devais être. J'étais loin de me douter que ce voyage à $100 était le début d'une histoire qui allait remodeler toute l'industrie énergétique. En 10 ans, je bâtirais une entreprise valant des milliards et je reviendrais chez moi, non pas en enfant prodigue, mais en quelqu'un qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais d'abord, il fallait survivre à la Silicon Valley avec $50 et un rêve tenace. La Silicon Valley n'était pas le paradis technologique étincelant que j'avais imaginé. Ma première nuit, je l'ai passée sur un banc dans un parc de Palo Alto, utilisant ma sacoche d'ordinateur comme oreiller et ma veste comme couverture. Au matin, mes $50 étaient devenus $30 après l'achat d'un café et d'un bagel dans un café local. Mais ce café allait tout changer. Tu vas te faire dépouiller à dormir dehors, me dit la barista en me regardant essayer de faire durer mon café pendant des heures pour profiter du Wi-Fi. Elle s'appelait Maya. Au lieu de me mettre à la porte, elle me proposa un marché, si je réparais leur machine à expresso qui tombait tout le temps en panne, je pourrais dormir dans la réserve après la fermeture. J'ai réparé la machine en 20 minutes. Le propriétaire fut si impressionné qu'il m'offrit un emploi à temps partiel pour l'entretien. Juste comme ça, j'avais un revenu et un endroit où dormir, même si cet endroit était une pièce remplie de grains de café et de gobelets en carton. Le jour, je travaillais au café. La nuit, je peaufinais mes plans de stockage d'énergie, utilisant le Wi-Fi pour étudier les brevets et les tendances technologiques. Maya m'apportait parfois les invendus de pâtisserie, jetait un œil à mes diagrammes complexes et posait des questions qui m'aidaient, en réalité, à clarifier ma pensée. Donc, en gros, tu construis une meilleure batterie, demanda-t-elle un soir. Pas exactement, expliquai-je en lui montrant mes croquis. Les batteries traditionnelles gaspillent trop d'énergie pendant le stockage et le transfert. Ma conception utilise un nouveau type de structure moléculaire capable de stocker l'énergie avec une efficacité de près de 100%. Et pourquoi personne d'autre ne fait ça? Parce que c'est théoriquement impossible. Je souris. Mais je crois avoir trouvé un moyen. 3 mois de travail au café me permirent d'économiser assez pour louer une chambre minuscule dans une colocation avec 5 autres rêveurs de la tech. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait un bureau. Je commençais aussi à travailler en freelance comme consultant technique, et dans des startups locales. C'est ainsi que je rencontrai David Chin. Ta solution pour notre problème de gestion d'alimentation nous a épargné des mois de travail, me dit-il après que j'eus résolu un problème matériel critique pour sa start-up. Sur quoi d'autre travailles-tu? J'hésitais, puis décidai de tenter ma chance. Je lui montrai mes plans. David resta silencieux un long moment, scrutant mes spécifications techniques détaillées. Enfin, il leva les yeux. Ça pourrait tout changer. Mais tu auras besoin de financement sérieux pour construire un prototype. Je sais. Je ne lui parlais pas de la fortune de ma famille, ni du fonds que j'avais abandonné. J'y travaille. David se révéla être bien plus qu'un simple client. Il me présenta au docteur Sarah Wong, une chercheuse de premier plan en ingénierie moléculaire à Stanford. Elle passa 6 heures à me cuisiner sur mes conceptions, cherchant la faille. C'est ambitieux, finit-elle par dire. Peut-être impossible. Mais si ça marche. Elle marqua une pause. J'ai des contacts au centre de recherche énergétique de Berkeley. Ça vous intéresserait d'utiliser leur laboratoire? Avoir accès à l'une des meilleures installations de recherche au monde? Oui, parvins-je à dire calmement. Ça m'intéresserait. L'année suivante, je cumulais 4 emplois, maintenance au café le matin, consulting freelance la journée, recherche au labo de Berkeley le soir, et affinement de mes designs tard dans la nuit. Je vivais de boissons énergisantes et de détermination. Puis vint la percée. C'est arrivé à 3 heures du matin dans le labo de Berkeley. Je testais différentes configurations moléculaires depuis des semaines. Lorsque les résultats tombèrent, je vérifiai 3 fois, n'en croyant pas mes yeux. Ça fonctionnait. Le prototype stockait l'énergie avec une efficacité de 98,7%. Un transfert d'énergie presque parfait. Quelque chose de censé être impossible. Le docteur Wong vérifia elle-même mes résultats. Ce n'est pas juste une percée, dit-elle en fixant les données. C'est une révolution. En une semaine, j'eus des rendez-vous avec 3 grandes sociétés de capital risque. David m'aida à préparer mon pitch, et Maya venait tous les soirs pour me faire répéter,
me lançant des questions pièges jusqu'à ce que mes réponses soient parfaites. Les deux premières firmes dirent la même chose, brillant, mais trop risqué. La troisième réunion fut différente. Votre technologie pourrait révolutionner le stockage des énergies renouvelables, déclara Alexander Martinez, l'associé principal de Quantum Venture. Mais pourquoi devrions-nous faire confiance à un inconnu de 23 ans? Je soutins son regard. Parce que j'ai passé l'année dernière à prouver que l'impossible était possible. Donnez-moi une chance d'en prouver une de plus. Ils investirent 5 millions de dollars pour 25% de mon entreprise, que je baptisais Nova Energy System. Le nom était une blague privée, une nouvelle étoile surgissant du néant. J'installai la recherche dans nos propres locaux, embauchai une petite équipe d'ingénieurs brillants et travaillai plus dur que jamais. Nous fîmes face à d'innombrables défis techniques, de nombreux échecs, et des moments où tout semblait sur le point de s'effondrer. Mais 2 ans plus tard, nous avions réussi. Notre premier système de stockage commercial était prêt. Les résultats dépassèrent nos espérances, 99,1% d'efficacité. L'industrie de l'énergie s'enflamma. Le solaire et l'éolien devinrent soudainement économiquement supérieurs aux énergies fossiles. Nova Energy System entra en bourse 3 ans après ce premier investissement. Le cours de l'action doubla le premier jour. À la fin de la semaine, ma part valait plus de 100 millions de dollars. Je m'achetais mon premier costume depuis mon départ, non pas chez le tailleur hors de prix de mon père, mais dans une boutique prisée des cadres de la tech. Maya, désormais ma directrice des opérations, m'aida à le choisir. « Tu comptes épater quelqu'un » demanda-t-elle avec un sourire complice. « Non » dis-je en ajustant la veste parfaitement coupée. « Mais je pense qu'il est temps de rendre visite à la famille. » Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 5 ans. Je savais par la presse que Harrison & Son étaient en difficulté. La banque d'investissement traditionnelle mourait, disruptée par la fintech. Ils avaient besoin d'investir dans les nouvelles technologies et exactement ce que j'avais essayé de leur dire. Ils faisaient face à une OPA hostile menée par une mystérieuse firme d'investissement tech. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette firme, Digital Horizon Capital, était une filiale de Nova Energy System. Ma société. Je réservais un vol pour rentrer. Mes 100 millions de patrimoine étaient loin des 100 dollars avec lesquels j'étais parti, mais je ne revenais ni pour me réconcilier, ni pour fanfaronner. Je revenais pour acheter l'entreprise qui m'avait déclaré sans valeur. Maya me surprit en train de regarder une vieille photo de famille. « Tu es sûr de toi ?» Je rangeai la photo. Ils m'ont appris que l'argent était la seule mesure de la valeur. Il est temps de leur montrer exactement ce que je vaux. Je ne savais pas alors que mon retour ébranlerait la famille Harrison jusqu'à la moelle, que ma revanche serait à la fois plus douce et plus complexe que prévu, et que la leçon à 100 dollars finirait par tout leur coûter. Le siège de Harrison & Son n'avait pas changé. Même bâtiment imposant, même lettres dorées, même arrogance. Mais cette fois, j'entrai par la grande porte en tant que PDG de l'entreprise acquéreuse. « Monsieur Blake, pour voir le conseil » dis-je à la réceptionniste, utilisant le nom que j'avais adopté. Elle me dirigea vers le dernier étage, sans reconnaître l'enfant prodigue. La salle du conseil était telle que dans mes souvenirs. Lambris sombre, portrait des anciens présidents. J'avais joué sous cette table enfant. Maintenant, je m'asseyais en bout de table. Ils entrèrent un par un. Puis, mon père. Il avait vieilli bien plus que de 5 ans. Sa présence jadis imposante était diminuée par le stress. Il ne me reconnut pas tout de suite. Messieurs, commençai-je. Je suis ici pour représenter Digital Horizon Capital. Nous ne sommes pas intéressés par un rachat par une start-up, claqua mon père sans me regarder. Harrison & Son a tenu 150 ans. Et s'effondrera dans 5 ans si vous ne vous adaptez pas, coupai-je, laissant ma voix naturelle remplacer le ton neutre que j'avais adopté. N'est-ce pas, père ? Un silence de mort tomba sur la salle. Le visage de mon père passa du rouge au blanc livide. James ? Bonjour, père. Je t'ai manqué ? Monsieur Peterson, un vieux membre du conseil, halta. Le petit James Harrison ? En fait, c'est James Blake maintenant. Et je suis ici pour discuter de l'avenir de cette entreprise. C'est une sorte de tour de passe-passe ? S'emporta mon père. Tu travailles pour Digital Horizon ? Je souris. Non, père. Je possède Digital Horizon. C'est une filiale de Nova Energy System.
Je savourais l'instant où la compréhension les frappa. Oui, cette Nova Energy System. Impossible, murmura mon père. Tu es parti sans rien. Non, dis-je doucement. Je suis parti avec $100. Ta dernière leçon sur la valeur de l'argent. Voudrais-tu savoir ce que cette leçon a acheté? Je fis un signe à mon assistant qui distribua des dossiers. Nova vaut aujourd'hui 4,2 milliards de dollars. Depuis un an, nous rachetons discrètement vos actions. À ce matin, nous détenons 45% de vos parts et la majorité de votre dette. Le sang quitta le visage de mon père. Le fils qu'il avait jeté revenait pour tout prendre. L'offre est simple. Harrison et son sera absorbé. Le nom de famille sera retiré. Le conseil dissous. Et vous, père, vous démissionnerez immédiatement. Tu ne peux pas faire ça. Bafouilla Théil. L'héritage familial. L'héritage familial se meurt, tranchez-je. Vos stratégies sont dépassées. Votre arrogance vous a aveuglé. J'ai essayé de vous le dire il y a 5 ans. Je me levai, ajustant mon costume. Vous avez 24 heures. Si vous refusez, Digital Horizon exigera le remboursement immédiat de tous les prêts en cours. Harrison et son ne survivra pas à la semaine. Tu détruirais l'entreprise de ta propre famille. Tout ce qu'on a bâti? Non, père. C'est toi qui l'as détruite par ton refus de changer. Je t'offre une chance de sauver ce qu'il en reste, les emplois, les clients. Que cet héritage porte le nom Harrison n'est plus de ton ressort. Je marchai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. Oh, et père? Tu te souviens quand tu disais que l'argent était la seule mesure de la valeur d'un homme? Je souris froidement. Selon ta propre mesure, que vaux-je maintenant? Les 24 heures suivantes furent un tourbillon. Mon père tenta de se battre, mais j'avais tout anticipé. Chaque issue était bloquée. Ils signèrent les papiers le lendemain, dans la même pièce où ils m'avaient jadis jeté $100. Alors que les avocats finalisaient les détails, mon père s'approcha. Il avait l'air vieux, vaincu, mais il y avait autre chose dans ses yeux. Peut-être du respect. Tu avais tout prévu, dit-il calmement. Non. J'ai juste bâti quelque chose de mieux que tu ne pouvais l'imaginer. Et maintenant? Tu vas tout détruire par vengeance? Non. Je vais reconstruire cette entreprise pour qu'elle compte vraiment. Harrison et son fera partie de la solution à la crise énergétique mondiale. Le fait qu'elle ne soit plus tienne n'est qu'un juste retour des choses. Alors que je partais, il m'appela. James. C'est $100. Je souris. Le meilleur investissement de ma vie, père. Il m'a appris exactement ce que je ne voulais pas devenir. La transition prit 6 mois. Je restructurai l'entreprise, modernisai ses opérations. La plupart des employés gardèrent leur poste. Ce n'était pas à eux de payer pour les péchés de mon père. Ce dernier se retira dans notre ancien domaine. J'avais veillé à ce qu'il garde assez d'argent pour vivre confortablement. Ma mère tenta de me joindre plusieurs fois, mais je gardai mes distances. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. 1 an plus tard, dans mon bureau chez Nova, Maya m'apporta un petit paquet venant de mon père. À l'intérieur, il y avait $100. Les mêmes billets. Avec une note, tu valais plus que je ne le savais. J'ai apporté les billets au café où mon voyage avait commencé. J'ai laissé les $100 en pourboire. Certains diront que c'était mesquin. Mais je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que parfois, la seule façon de réparer un héritage brisé est de le démolir pour reconstruire mieux à la place. On dit que l'argent n'achète pas le bonheur. Mais $100 m'ont appris quelque chose de plus précieux. La vraie valeur d'une personne n'est pas dans son compte en banque ou son nom de famille. Elle réside dans ce qu'elle choisit de construire avec ce qu'elle a. J'avais bâti un empire, non pas grâce au nom Harrison, mais en dépit de lui. Les $100 avec lesquels je suis parti m'ont acheté une chose inestimable, la liberté de devenir qui je devais être. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle fortune familiale.